raconte. Christophe Andelatte. Voici l'histoire parfaitement ordinaire et donc parfaitement exemplaire d'un migrant, un jeune Afghan qui s'appelle Safi Mohammad et qui raconte dans un livre les 70 jours du périple de 10 000 kilomètres qui l'a amené de son village pas loin de Kaboul jusqu'à Marseille, en France. Ce livre s'appelle Exil ordinaire d'un jeune Afghan et Safi l'a écrit avec Giovanni Privitera. Il paraît aux éditions Henri Dougier. J'ai écrit ce récit avec Tugdual de Dieu le veut, réalisation Céline Lebras. Europe 1, Christophe Andelatte. Je m'appelle Safi Mohammad. Je suis né en 1991 à Mana, un village de 1000 habitants à 100 km au nord de Kaboul. Je suis Pashtun, c'est l'ethnie majoritaire en Afghanistan. Mes parents sont paysans, on a une petite parcelle, on cultive principalement du blé et de l'orge. Et on a aussi quelques moutons dans le troupeau de la communauté villageoise. J'ai 3 ans quand en octobre 1994, les talibans commencent à mettre la main sur notre pays. Et toute mon enfance est marquée par eux. Par leurs interdictions, la télé, la musique, la danse, le sport. Et l'école. L'école est interdite. Il n'y a que l'école coranique. Les instituteurs d'avant sont renvoyés chez eux. Et moi, je suis privé d'école jusqu'à mes 11 ans. Dans mon petit village, les talibans nous rendent visite 1 ou 2 fois par mois. Ils arrivent à 2 ou 3, ils fouillent les maisons, ils cherchent des armes. Et s'ils en trouvent, ils les confisquent. Et ils ont mon père à l'œil. Il était membre du parti du commandant Massoud, leur ennemi. Et puis, il y a les attentats du 11 septembre et l'arrivée des Américains. Les talibans passent à la clandestinité. J'ai 11 ans et je peux donc enfin aller à l'école. Le matin, l'après-midi, j'aide mes parents dans les champs. J'apprends à lire, à écrire, à compter et aussi quelques rudiments de l'histoire et de la culture afghane. Je reste à l'école jusqu'à mes 18 ans. Et puis, en 2012, à l'âge de 20 ans, je passe un entretien pour entrer dans la police, pour sécuriser mon village. Les talibans ne sont plus au pouvoir, mais ils ne sont pas loin. Et donc, à partir de janvier 2013, je commence à travailler dans la police locale. Et comme on coopère avec l'armée américaine, pour les talibans, je deviens un infidèle au service de l'ennemi. Et je participe à plusieurs opérations avec eux. 4 opérations au total. Quand les Américains et les autres armées étrangères quittent l'Afghanistan en 2014, les talibans reprennent du poil de la bête. Et d'autres groupes terroristes, notamment Daesh, font surface. Et là, je reçois une première lettre des talibans. Vous devez quitter votre travail dans la police et rejoindre les rangs des talibans, sous peine de représailles. C'est un ultimatum, mais je l'ignore. Quelques semaines plus tard, une nuit vers 2h du matin, une voiture s'approche de notre maison, tout feu éteint. Et je me réveille en sursaut. J'entends ma mère pousser un cri sourd. Et je comprends tout de suite. Les talibans viennent de tuer mon père. Et moi, pendant des semaines, je me sens coupable de n'avoir rien fait. Mais je dormais. La vérité, c'est que je dormais. Je n'ai rien pu faire. Et quelques semaines plus tard, je reçois une 2e lettre. Vous n'avez pas pris le premier avertissement au sérieux. Nous ne plaisantons pas. Et là, ma mère est inquiète pour moi. Tu dois quitter le village. T'as pas d'autre solution, Safi. Tu dois aller te réfugier à l'étranger. Les talibans ne sont pas humains. C'est le diable qui les guide.
Partir? Abandonner ma famille? Enfin, je suis l'aîné d'une fratrie de 6. Mon père vient de mourir. Mon rôle est de prendre le relais. Mais ma mère insiste. Et petit à petit, ça fait son chemin dans ma tête. Même si la vérité, c'est qu'en Afghanistan, tout le monde y pense. Émigrer. Mais quand ça se concrétise, quand ça devient réel, c'est pas évident. Je commence par aller prendre conseil auprès de mes amis. Va en Europe, Safi. Bien sûr, l'Iran et la Turquie, c'est pas loin, mais quitte à partir, pars en Europe. T'auras plus d'opportunités là-bas. On en rêve tous de l'Europe. Va en Europe. Alors un matin, je saute le pas. Dans un état second, je fais mon sac. Je dis au revoir à ma mère, à mes frères, à mes sœurs, à mes amis. Et je monte dans un minibus pour Kaboul. Avec Ahmad, un très bon ami qui connaît un passeur là-bas. 4 heures plus tard, la camionnette nous dépose à Kaboul. Le passeur travaille dans un bureau de change, on y va tout droit. Il s'appelle Kaher. Bonjour Kaher. Bon voilà, je t'explique la situation. Les talibans sont après mon ami qui est là. Il doit partir en Europe et vite. Et il veut voyager dans les meilleures conditions. Alors quel est ton prix, hein? Et quel trajet tu proposes? Et surtout, quand est-ce qu'il peut partir? C'est-à-dire que je suis plus cher que d'autres, hein. Mais avec moi, tu verras, hein. Ça sera une promenade de santé. Je connais beaucoup de monde en Iran, en Turquie, en Bulgarie. Alors le prix, c'est 9500 $. C'est-à-dire que j'ai un cousin qui est déjà parti là-bas, il m'a dit que le voyage était infernal et qu'ils se sont fait arrêter et qu'ils ont été renvoyés en Afghanistan. Oh ben c'est qu'ils ont pris un passeur de pacotille. Hein. Ma parole, mon garçon, est une parole de Pashtun. Fais-moi confiance. Je suis cher, je sais. Mais tu payes la qualité. Et moi, je le crois. Mais il faut négocier parce que 9500 $, moi qui gagne l'équivalent de 170 $ par mois. Tu sais, il y a des passeurs qui demandent 6000 $. Hein. Mais à ce prix-là, t'es pas sûr d'arriver. Ils vont te faire passer par la Grèce. Et tu devras traverser la mer. Et comme l'Afghanistan est un pays sans mer, ben, les Afghans savent pas nager. Bon, allez. Puisqu'on se connaît, je veux bien te faire un rabais. 9000 $. Je suis pas riche. Mais si t'es d'accord pour 7500 $, je paierai assez rapidement. Ah, mon garçon, je descendrai pas en dessous de 8100 $. La moitié en cash, l'autre moitié quand t'arrives en Europe. Tu l'enverras par ta famille. Sachant évidemment que si la famille ne paye pas, elle sera persécutée, traquée, voire tuée. On finit par se mettre d'accord pour 8000 $. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à trouver cet argent. Il me faut 4000 $ pour partir. J'ai un peu d'argent de côté que j'avais épargné en vue d'un éventuel mariage. Le reste, je dois l'emprunter. Ça me prend 2 mois. Un ancien voisin de mes parents qui a ouvert une grande boutique de tissus à Kaboul il y a 1 an et demi me prête une bonne partie de la somme. Ma mère me prête un peu de l'argent que mon père nous a laissé. Et puis, on vend quelques-unes de nos bêtes. Et puis, des amis, une quinzaine de personnes au total, me prêtent un peu d'argent. Et quand j'ai les 4000 $, je vais tout de suite payer le passeur. Et il m'appelle le soir même. Safi, bon, vous partez demain. Vous serez 4. Note bien le numéro de téléphone des 3 autres, hein. Appelle-les, ils te donneront des informations. On se retrouve 2 jours plus tard à la gare routière de Kaboul. Dans mon sac à dos, j'ai 3 pantalons, une veste, quelques vêtements, une paire de chaussures et un peu de nourriture. Nous montons dans un bus direction la province de Nimroz. À Nimroz,
On attend 2 jours dans une auberge. Et puis un soir, on est près de 50. On monte dans 3 pick-up, entassés comme des chiens. Et on roule 2 heures. Tout le monde y descend. Et on continue à pied dans la nuit. Et à l'aube, j'aperçois la barrière qui marque la frontière avec l'Iran. Et là, les 3 passeurs qui nous accompagnent déterrent des pinces qu'ils avaient enterrées là. Et ils se mettent à faire un trou dans le grillage. Et on passe, beaucoup plus facilement que je ne l'imaginais. Nos passeurs sont repartis. Ils nous ont confiés à des Iraniens, beaucoup plus autoritaires. Quand on vous donne des ordres, il faut les exécuter. D'accord ? Si la police vous arrête, vous vous ferez tabasser et ramener chez vous. Dans ce cas-là, on ne pourra plus rien faire. Et il faut encore marcher. Et marcher. Je commence à avoir mal aux pieds. Et puis 4 pick-up arrivent. On monte à 12 par voiture. Et dans un nuage de sable, on se met à rouler à 100 km/h jusqu'à un petit village et une grande maison abandonnée. Et là, on attend, affamé, apeuré. Un pick-up, et puis des heures et des heures de marche, et puis des taxis de vieux tacos, et puis un bus. Et nous voilà à Téhéran. Ça fait 10 jours que j'ai quitté mon village. Il faut absolument que je parle à ma mère, que je la rassure. Alors j'appelle mon ami Ahmad, qui court chez ma mère, pour lui donner son portable. Maman ? Maman, c'est moi, c'est sa fille. On n'a pas parlé longtemps, mais ça nous a rassurés réciproquement. Il faut foncer, sa fille. Il faut foncer, sinon tu n'y arriveras pas. Il s'agit maintenant de passer d'Iran en Turquie. À la frontière, un pick-up arrive avec déjà 5 personnes à l'arrière. Et nous, on est 18. Alors je me précipite, à un moment, il n'y aura plus de place. Serrez-vous ! Allez, serrez-vous ! Et là, le type se met à taper dans le tas avec un balai. Et on roule. Et ensuite, on marche. Et au lever du jour, on arrive devant le grillage qui sépare l'Iran de la Turquie. Mais les passeurs, qui sont des Kurdes, ne le sentent pas. Alors ils décident de changer de point de passage. Et c'est reparti. À un moment, je trébuche, je me penche. Des ossements. Je me dis ce sont des ossements d'animaux, mais non. Ce sont des squelettes d'hommes. Des qui, comme nous, ont tenté l'aventure et qui n'ont pas eu de chance. C'est effrayant. Vers midi, un des passeurs nous regroupe. Bon, 3 voitures vont arriver. Vous devrez monter dedans en 30 secondes. Hein. Ils vous attendront pas, je vous préviens. Ils vont rouler 10 minutes et ils vont vous déposer devant une butte. Là, vous devrez courir le plus vite possible pour franchir cette butte. De l'autre côté, vous serez en Turquie. J'ai donné tout ce que j'avais. Je suis arrivé le premier de l'autre côté. Je me suis couché. Je suis en Turquie. Je m'approche du but. En Turquie, on est pris en charge par d'autres passeurs, encore des Kurdes. Ils nous mettent dans un bus pour Istanbul. Et 4 jours après, on met le cap sur la Bulgarie. Prenez tous des sacs poubelles, hein ? Il pleut beaucoup en Bulgarie. Un camion nous conduit directement à quelques kilomètres de la frontière bulgare. Et après à pied. Et là, d'un coup, sortis de je ne sais où, arrivent 2 voitures de la police bulgare. 10 policiers, dont 2 qui pointent leurs armes. Les mains en l'air. Qui sont les passeurs ? Les passeurs ont jeté leur téléphone. C'est le seul objet qui pourrait les trahir. Ils nous fouillent. Ils nous prennent tout. Une camionnette vient nous chercher et elle nous reconduit de l'autre côté de la frontière, c'est-à-dire en Turquie,
où je me retrouve sans sac, sans téléphone, sans argent et sans ceinture. Il m'a fallu 3 tentatives pour arriver à passer en Bulgarie, c'est-à-dire en Europe. Mais ça y est, je suis à Sofia, la capitale. Ça fait 35 jours que je suis sur la route. À Sofia, je suis accueilli dans une maison par des Bulgares, un couple avec 3 enfants qui arrondissent les fins de mois. Interdiction de sortir. Et oui, on est en Europe. Si je me fais arrêter, on va prendre mes empreintes digitales et je devrais rester ici, en Bulgarie. C'est comme ça que ça marche. Le règlement de Dublin, ça s'appelle. L'étape suivante, c'est la Serbie. Et en Serbie, je me fais passer par la police et ils prennent mes empreintes. Mais c'est sans conséquence puisque la Serbie n'est pas dans l'Union européenne. Ils nous laissent le choix. Vous avez la possibilité de demander l'asile ici, en Serbie. Dans le cas contraire, vous avez 2 semaines pour quitter le territoire. Et ils nous laissent repartir. Et là, je vais tout droit à la gare routière dans l'idée de prendre le car pour Belgrade. Et à la gare routière, au guichet, je tombe sur une jolie blonde, la vingtaine. You want a cigarette? Je ne fume pas, c'est dommage. Et là, elle m'explique qu'elle a le Wi-Fi dans son bureau, que je peux me connecter. Je vais appeler ma mère. Alors elle me fait entrer dans son bureau, et là, il y a un lavabo et des toilettes. Allez-y si vous voulez. Quand je sors, elle m'a fait du café. J'en ai jamais bu du café, on ne boit que du thé chez nous. Cette rencontre, c'est un souvenir inoubliable. Dans mon pays, on parle pas à une jeune fille aussi facilement. J'ai pu parler avec ma mère par Facebook, en vidéo. Tu vas bien, Safi? T'es pas malade? Hein? T'es pas blessé? Tu manges bien? Tout va bien, maman, tout va bien. J'ai passé le plus dur, tu sais, je suis en Europe. Ici, tout sera plus simple, hein. Au 55e jour de mon périple, je franchis la frontière avec l'Autriche. Et me voilà à Vienne. Et j'ai faim. Je cherche un endroit pour manger. Et là, arrive une voiture de police. Ils nous demandent notre nom. Je pourrais mentir, hein, mais je donne le vrai. Parce que je suis résigné. Je voulais aller en Europe. J'y suis. Pourquoi pas l'Autriche? Je suis dans un pays riche, un pays moderne. Pourquoi ne pas rester là? Et je me retrouve en prison. Et la condition pour sortir, c'est de demander l'asile. Nom, prénom, âge, pays d'origine, ils prennent mes empreintes. Et au bout de 6 jours, ils nous emmènent tous dans un camp. Et là, ils me donnent une carte avec un numéro à 10 chiffres et mon nom. Je suis officiellement résident du Refugee Camp de Vienne. Ça n'est pas vraiment comme ça que j'imaginais mon arrivée en Europe. Mais je suis libre. Dans ce camp, on est plus de 5000 réfugiés pour 4000 places. Pour dormir, pour manger, pour se doucher, c'est compliqué. Faut batailler. Mais au moins, ça occupe nos journées. Le 2e jour, je veux sortir, aller voir le centre-ville de Vienne, commencer à découvrir ce pays où je vais vivre. Mais je bute sur des policiers. On ne peut pas sortir comme ça. Il faut une permission. Je suis coincé. Je suis coincé dans ce camp gris et bétonné. Le 4e jour, après une visite médicale, je peux enfin sortir. Pour aller dans le centre de Vienne, il y en a pour 2 heures de marche. Alors je me mets en marche. Et plus j'avance, plus je me dis, je parle pas allemand, je connais pas du tout les lieux, toutes les routes se ressemblent, je vais me perdre.
Et là, je sens monter comme une angoisse. Et je fais demi-tour et je rentre au camp. Je ne vais pas rester ici. Je vais reprendre la route. L'Europe dont je rêvais dans mon village, c'était pas l'Autriche. C'est l'Italie, c'est l'Angleterre, c'est la France. Alors le lendemain, j'achète un billet de train pour Milan. Ça fait 67 jours que je suis parti. Je dors tout le voyage. Et j'arrive à Milan à 9h du matin. Waouh! Que c'est beau! La gare, la cathédrale et la langue. La langue italienne à l'oreille. C'est très joli. J'aurais bien goûté un plat italien, mais mes compagnons veulent un plat de chez nous. Alors on se rabat sur un snack pakistanais. Le patron est un pachtoun. Il est là depuis des années. Bon, en Italie, c'est bien, hein. T'auras facilement des papiers. Mais pour le travail, il y en a pas trop ici, hein. Tu ferais mieux d'aller en France. Mais attention, hein. À Vintimille, passer la frontière, c'est pas facile, hein. Et donc je vais à la gare et j'achète un billet pour la frontière, pour Vintimille. Arrivé à Vintimille, j'achète immédiatement un billet pour Nice, en France. Mais la frontière est fermée. Alors je sors de la gare et je tombe sur un camp de la Croix-Rouge. Je passe la nuit à mal dormir sous la tente. Et le lendemain, je décide de tenter ma chance avec un Pakistanais rencontré dans le hall de la gare. Et lui, il a une idée. Écoute mon idée. On va s'acheter chacun un journal. Et s'il y a un contrôle, on fera semblant de le lire. Mais attention, il faudra pas qu'on se mette côte à côte. Hein. Le train arrive, on grimpe dans un wagon, et quelques minutes plus tard, le train s'arrête, et la police française monte. Et un policier français se dirige droit vers moi. Passeport ? Et il me sort du train, et il me fouille, et il me renvoie en Italie. Mais j'ai servi de diversion, et mon copain a pu passer, donc c'est faisable. Je retente ma chance 3 jours plus tard, avec 4 autres Afghans. Le train s'arrête, la police monte, et 1 heure plus tard, je suis à Cannes. Je vais pour sortir de la gare, et là je bute sur un mur de policiers. Et je me fais arrêter par 3 gendarmes. Et quand ils me fouillent, ils trouvent mon billet de train, Vintimille-Cannes. J'aurais dû le jeter. Du coup, ils me confient à la police italienne. Les policiers italiens me font monter dans une voiture en route pour la frontière. Mais sur l'autoroute, ils s'arrêtent à la sortie de Roquebrune-Cap-Martin. Bon, vous n'avez qu'à descendre là. Vintimille, c'est à quelques kilomètres. Mais là, vous êtes en France, hein. Alors faites comme vous voulez, quoi. Ça les arrange, les Italiens, qu'on ne rentre pas en Italie. Mais il fait nuit. Ouh, allez. J'hésite. Et finalement, moi et les autres, on retourne à Vintimille. Jamais 203. J'ai compris le système. Il suffit d'insister pour que ça marche. Alors le lendemain, avec 2 compères, je rachète un billet pour Nice. La police monte dans le train, mais cette fois-là, elle me laisse passer. Et à Nice, je sors de la gare sans problème. Mes compagnons de voyage veulent poursuivre vers Paris. Mais le billet de train pour Paris est trop cher pour moi. Bon, écoute, Safi, si tu veux pas venir avec nous à Paris, va à Marseille. Hein, appelle ce numéro, c'est un ami d'enfance, tu lui diras que t'appelles de ma part. Tu verras, il a un appartement, il est très hospitalier. Il t'hébergera. Marseille. Je sais pas trop où c'est. Dans ma tête, c'est plus loin que Paris. Alors je vais au guichet. Billet pour Marseille, s'il vous plaît. Oui, ce sera 34 €. « 34 €. Mais c'est beaucoup moins cher que Paris, donc c'est moins loin. Et 2 heures de train plus tard, j'arrive à la gare Saint-Charles de Marseille.
Je sors sur le parvis, je me plante en haut des grands escaliers, je regarde la ville. On est le 24 juin 2015. Ma nouvelle vie commence ici et maintenant. J'ai tiré cette histoire du livre de Safi Mohammad et Giovanni Privatera, Exil ordinaire d'un jeune Afghan, qui paraît aux éditions Atelier Henri Dougier. Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr.